Bonjour Julie. Bonjour, Alors toi tu fais partie du comité qui vise à la libération de Ali Arras. exactement, Alors oui. tout d'abord, qui est Ali Arras? Bien, Ali Arras est un concitoyen, un belgo-marocain. Déjà là, d'emblée, il faut dire quelque chose, c'est qu'Ali Arras n'a jamais vécu au Maroc. On est marocain par filiation. Donc, il est né à Melilla, l'enclave espagnole. Et lorsqu'il a 15 ans, son père, pour le faire venir en Belgique, obtient sa nationalité marocaine. Et donc, il a vécu 15 ans en Espagne et puis 28 ans en Belgique, où il sera libraire. Il a effectué son service militaire. Donc, c'était un citoyen à part entière, belge, qui accomplissait ses devoirs. Et puis, en 2001, alors qu'il repart vivre à Melilla, il est suspecté d'appartenir à un réseau terroriste. Il sera incarcéré pendant 2 ans et 8 mois en Espagne, en isolement total. Et suite à cette incarcération, le juge Balthazar Garzón va prononcer, dans le cas de cette affaire, un non-lieu. Donc tout le monde s'attend à ce moment-là à sa libération, étant donné que plus aucune charge ne pèse contre lui. C'est à ce moment-là que le Maroc demande son extradition. La Belgique ne s'y oppose pas, ne fait rien. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, Ali Arras est extradé au Maroc où il sera torturé 12 jours, une torture qui sera constatée par le rapporteur spécial de l'ONU, Juan Mendes. Et puis il sera jugé sur base de ses seuls aveux obtenus sous la torture et condamné en première instance à 15 ans et puis ensuite en appel à 12 ans. Donc là, il est à présent enfermé depuis 8 ans et demi et il poursuit en ce moment sa 6e grève de la faim et nous sommes aujourd'hui à son 71e jour. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ont réagi en fait les autorités face à la demande de libération de Ali Arras? Les autorités belges. Ouais. Dans un premier temps, les autorités belges n'ont pas réagi malgré les nombreuses interpellations, ce qui a valu l'extradition de M. Ali Arras. Il faut savoir qu'au même moment, dans le cadre de la même affaire, il y a aussi un citoyen qui a aussi la double nationalité espagnole et marocaine. Et lui, l'Espagne va s'opposer à son extradition. Il ne sera pas extradé. Donc, dès le départ, il y a un immobilisme de la part de la Belgique qui est en quelque sorte un permis de torturer. Ensuite, ça devient beaucoup plus cynique parce que, après le rapport de l'ONU qui sera publié et qui attestera de la torture que M. Ali Arras a subie, la famille Ali Arras va introduire une plainte en justice contre le ministère des Affaires étrangères pour non-assistance à personne en danger et exigera le fait qu'Ali Arras puisse bénéficier d'une assistance consulaire en tant que Belge, procès que la famille gagnera en première instance et ensuite en appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où le ministère des Affaires étrangères belge est condamné à payer 100 € par jour de non-intervention. Et d'une part, nous avons M. Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, qui affirme sur les plateaux de télévision qu'il met tout en œuvre pour rentrer en contact avec son homologue marocain et pouvoir apporter une aide à M. Ali Arras. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'au même moment, il pourvoit en cassation afin de faire invalider cette décision de justice. Donc nous sommes là face à un double discours. Nous n'avons aucune confiance en fait au ministère des Affaires étrangères belge parce que cette affaire dure depuis 8 ans et demi et là M. Ali Arras est en danger de mort certaine. Alors récemment, on a beaucoup parlé aussi de Ali Arras, beaucoup plus dans les médias. Enfin, c'est quelque chose qui m'a frappé. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que on en parle autant alors que ça fait 8 ans que vous vous battez aussi pour lui? Mais malheureusement, on en parle beaucoup à chaque fois qu'il est en état de grève de la faim et en danger de mort. 71 jours, on a déjà plus que passé la limite. Les médias s'intéressent, je pense, à la situation de M. Ali Arras quand on arrive à faire du bruit. À chaque fois, lorsque lui décide de mettre sa vie en danger. Là, trois députés régionaux nous ont rejoints dans la grève de la faim tournante qui était mise en place il y a une semaine. Donc évidemment, ça a permis aussi la médiatisation du cas. Mais M. Ali Arras ne se bat pas seulement pour sa personne, il se bat à un certain moment pour faire connaître le statut des binationaux dans notre pays et quelle valeur de citoyenneté leur est accordée. Et donc, au-delà de sa personne, c'est évidemment cela qu'il y a derrière cette lutte. Et je trouve ça évidemment
extrêmement regrettable aujourd'hui, alors que des populations sont stigmatisées, que la presse ne fournisse pas un travail plus conséquent de fond sur cette situation. Alors la situation des binationaux. Bien, la situation des binationaux, comme je vous l'ai dit, on ne choisit pas d'être marocain. On est marocain par filiation, donc il y a énormément de gens ici qui sont issus de l'immigration, dont les parents sont venus travailler chez nous et puis sont restés, et d'enfants de deuxième, troisième génération qui n'ont jamais vécu au Maroc, mais qui de fait sont considérés comme marocains. Eh bien, ces citoyens qui ne peuvent pas renoncer à cette nationalité marocaine sont considérés comme binationales et donc pas comme des Belges à part entière. Ce qui veut dire, pour le moment, et c'est là aussi où le fait que la famille ait gagné par 2 fois ce procès a une valeur symbolique extrêmement importante, c'est que nous sommes face à un cas de jurisprudence. Et c'est pour ça aussi que le ministère des Affaires étrangères ne veut pas intervenir et pourvoit en cassation. Parce que cette jurisprudence permettrait de faire accepter le fait qu'un binational a les mêmes droits effectifs qu'un Belge dit de souche. Et moi, je rajoute un grand S à souche. D'accord. Alors, quelle est la... C'est une question... Enfin, j'arrive pas à bien la formuler comme ça, mais... Essayons. Quel est l'intérêt, ou... Pas l'intérêt, Pourquoi est-ce que l'État, en fait, a du mal à justement accepter cette jurisprudence, à vouloir accepter un statut aux binationaux? Est-ce que vous aurez une idée ou... Bah, écoutez, je ne suis pas à la place du ministère des Affaires étrangères. Après, je sais que pas plus tard que le mois dernier, la proposition était faite de collaborer avec la police marocaine dans les quartiers dits sensibles à Bruxelles et Anvers, et qu'il y a une volonté aussi de sous-traiter la gestion de certaines problématiques sociales au pays d'origine. Et ça, c'est très dangereux parce que ça révèle d'une ethnicisation de ces questions de la part de certains de nos dirigeants, et ça dévoile aussi un système de pensée qui fait part qu'un citoyen d'origine étrangère est un citoyen à part, qui nécessite un traitement particulier. Donc je pense qu'on peut parler vraiment d'un racisme d'État. D'accord. Alors moi je propose une première pause musicale. En l'occurrence, il s'agit d'un morceau que tu m'as passé, Beloved Comrade, c'est ça? Oui. C'est une chanson qui a été écrite par Alan Meeropol, qui est aussi l'auteur de Strange Fruit, qui est la chanson que Billie Holiday chantait et qui décrivait la manière dont on pendait les Noirs aux arbres pendant la ségrégation aux États-Unis. Et donc, ce monsieur qui était un juif communiste américain a également écrit cette chanson, Bien-aimé camarade, et j'avais envie de la partager avec vous dans le cadre de cette affaire. The fight
our work is done, you'll find new birth. When we have won, when we have won. Sleep well, beloved comrade. The night has just begun. The night will go until we meet. Until we Et voilà. Donc Beloved Comrade par toi en fait, avec Furia, c'est ça? Avec Philippe Tasquin, Furia, qui était un projet qui reprenait des orchestrations symphoniques de chants populaires engagés, oui. D'accord. Alors, de retour donc sur la thématique, donc on parlait de Ali Arras. Et notre bien-aimé camarade aussi. Et donc, au niveau des actions, qu'est-ce qui a déjà été mené? Alors depuis une semaine, le comité Free Ali qui a été rejoint par diverses associations. Je signale aussi que la MBDH, l'association marocaine belge des droits de l'homme, nous a rejoints aussi dans une grève de la faim tournante en solidarité avec Ali Arras. Donc dans cette volonté d'interpeller le ministère des Affaires étrangères belge, des citoyens, des politiques aussi, comme ces trois députés qui nous ont rejoints. Écolo, PS et PTB, nous relayons dans une grève de la faim qui est une action symbolique. Nous étions au Petit Sablon face au Palais d'Egmont. Hier, nous avons été délocalisés. Donc cette nuit, ils ont passé la nuit au Parc Royal. Et ils sont aujourd'hui et demain place Poulard, donc en face du palais de justice, avant de retrouver le palais d'Egmont. Donc ça, c'est l'action principale qui a lieu pour le moment, au-delà de toutes les interpellations qui sont faites par voie parlementaire, par nos politiciens et les citoyens en marche dans le cadre de cette affaire. Je voulais quand même souligner aussi que c'est une affaire qui rassemble énormément de monde. Et ça, c'est très beau parce que c'est la question de la citoyenneté qui est en jeu dans cette affaire et la question des droits effectifs des citoyens, quelles que soient leurs origines. Donc, il y a, je vais vous la Marge, El Kalima, le Centre Avec, Pax Christi, le CEFOC, le Mouvement Chrétien pour la Paix, PAVES, MOC, JOC, ASSI, LPC, Entraide et Fraternité, Vivre Ensemble, Comité de surveillance OTAN et autres, qui sont à un certain moment des mobilisations bruxelloises et belges qui nous ont rejoints dans cette lutte. Et donc, il y a une magnifique union sur le cas de M. Ali Arras. Et nous appelons aussi d'autres associations à nous rejoindre. Je voulais aussi préciser que Ali Arras est depuis plusieurs années le prisonnier phare dans la campagne contre la torture qui est lancée par Amnesty International. Et qu'au-delà de ça, l'ONU demande sa libération immédiate. Alors, c'est très particulier quand on sait que la Belgique vient de prendre son siège aux Nations Unies. On a fait beaucoup de tapage médiatique lorsque c'était l'Arabie Saoudite sur la question des droits de l'homme, certes, c'est tout à fait justifiable, mais là, à ce moment, il s'agit de nous et du traitement que notre État, qui siège aux Nations Unies, donne à un de ses concitoyens. Mmh. Donc voilà, en termes de mobilisation, vous pouvez visiter les grévistes. Ça fait toujours énormément de bien parce que on se sent souvent isolé dans la lutte et il ne faut pas sous-estimer le bonheur de voir arriver des gens en manifestation avec un café, des gens qui viennent s'intéresser à la cause, qui apportent leur soutien, même si c'est 10 minutes, parce que simplement se sentir ensemble et pas seulement entre belgo-marocains qui sont à un certain moment en état de danger sur cette affaire, mais voir aussi que des citoyens belges ou des gens issus de la communauté africaine considèrent aussi que cette histoire leur appartient et la prennent à bras le corps aussi.
Et vous avez justement beaucoup de visites de gens ou de retours à ce Oui, niveau-là? oui, assez, et nous continuerons, et donc la mobilisation grandit, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on essaye de nous fatiguer et de nous balader d'un coin à l'autre de Bruxelles, mais ça fait 8 ans et demi que la famille mène cette lutte. Pour ma part, ça fait quelques années. Je- Ali Arras a décidé d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. Sa sœur est en train de le visiter au Maroc. Je pense qu'elle avait le projet de le convaincre d'arrêter. Il ne veut pas arrêter. Alors nous le comprenons, s'il a été en isolement total pendant plus de 2 ans et demi, il a été torturé, condamné alors que ce monsieur est innocent à un certain moment. Cette grève de la faim et son corps est la seule voie qui lui reste pour faire entendre la justice. Et il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est être à ses côtés. Après, le calcul que fait le ministère des Affaires étrangères me semble assez mauvais, dans le sens où, même si Ali Arras décède, ce qui est possible, parce que 71 jours, c'est énorme, nous continuerons, parce que cette histoire porte au-delà de sa personne et concerne la question de la binationalité. Vous envisagez cette solution-là aussi? Ben écoutez, 71 jours de grève de la faim, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais. Mais c'est un choix aussi. C'est- à un certain moment aussi décidé de Allende s'est suicidé pour ne pas être tué. Je veux dire, c'est extrêmement cynique et tragique comme situation. Mais quelle liberté lui reste-t-il après tous les recours qui ont été entrepris? Le ministère des Affaires étrangères belge a été condamné. Il est le prisonnier phare d'Amnesty. L'ONU demande sa libération immédiate. Lui, du fond de sa cellule, que peut-il faire pour lutter? Je pense qu'il a besoin de se sentir actif, même si ça passe par le sacrifice de sa propre vie. Il est extrêmement courageux parce qu'il aurait pu aussi à un certain moment faire allégeance et viser à sa seule libération. Et non, il a décidé de porter le combat au-delà de sa personne et de poser les enjeux politiques de sa situation. Je pense que c'est pour ça qu'il y est toujours. Il faut savoir ce que c'est aussi une prison marocaine. Moi, je ne le sais pas. J'entends les témoignages et les récits, mais Ali Arras, depuis quelques jours, parce que justement la presse commence à en parler et que la pression, à mon avis, opère, est en isolement de nouveau. Donc, ses camarades de cellule qui lui préparaient du thé, s'occupaient de lui. Ali Arras n'a même plus droit à cela. Un garde a été posé devant sa porte et il est de nouveau en isolement. Donc, écoutez, moi je ne suis pas à sa place et nous respectons son choix et les moyens de lutte qu'il décide de mettre en œuvre. Ouais. C'est un peu, je veux dire, c'est dur de pouvoir entamer en fait d'autres questions là maintenant. Mais Ouais. oui, c'est dur et en même temps, je pense que j'en profite d'être à votre antenne Mhm. pour relayer à un certain moment l'état de fait, le reflet en fait de notre réalité par rapport à cette question. Quel statut aujourd'hui donne-t-on aux binationaux dans notre pays? Voilà. Et par rapport à ça, enfin, vous avez passé cette chanson. Moi, je me suis aussi engagée en tant qu'artiste à leur question parce que je pense que c'est une question éminemment culturelle. D'une part, on octroie des budgets pour la diversité, la mixité, le vivre ensemble. Mais comment voulez-vous de bonne foi que des artistes opèrent à se vivre ensemble si d'autre part, les binationaux, les Marocains, les Belgo-Marocains, ne bénéficient pas des mêmes droits diplomatiques en termes de citoyenneté que des Belges dits de souche. Je veux dire, on peut faire toutes les fêtes de Mm. quartier qu'on veut, hein, on peut manger des couscous, on peut boire du thé à l'amande. À un certain moment, il n'y a pas de vivre ensemble sans les mêmes droits. Ça me semble Bien sûr. couler de source. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons rédigé aussi une lettre qui est adressée au ministre de la Culture, bien qu'elle ne dépend plus des institutions fédérales, mais c'est aussi M. Renders qui est en poste des institutions fédérales au niveau culturel. Et qui articule justement cette question et qui nomme à un moment, nous, en tant qu'artistes, notre désarroi face à cette situation. Parce que nous ne voulons pas, à un certain moment, être les faire-valoir d'une politique raciste qui viendrait un petit peu mettre de la pommade sur une certaine colère qui doit de fait s'exprimer. La première revendication, elle est politique et c'est avoir les mêmes droits effectifs au niveau de la population. Après, on peut parler de vivre ensemble. Donc, cette lettre circule pour le moment. Elle a été signée par plusieurs personnes de théâtre comme
Philippe Sireuil, Fabrice, David Mourgia, Agnès Limbos, Night Shop Théâtre, enfin, vraiment des artistes reconnus sur notre scène théâtrale belge. Et les signatures continuent de m'arriver en masse. Et donc, nous prévoyons une mobilisation la semaine prochaine face au ministère de la Culture, où justement les artistes iront interpeller les instances culturelles sur cette question. D'accord. Alors, pause musicale, et puis on peut revenir si tu veux. D'accord. Alors tout de suite, on va écouter Dubamix, CPE, Chirac, Parizeau, émerveillé. Il faut, nous le savons tous, des solutions nouvelles. Et c'est pour cela que le gouvernement met en place le contrat première embauche, qui est un véritable contrat anti-précarité. La compétitivité de nos entreprises dépend en premier lieu d'une remise à plat de notre fiscalité. Ceci suppose une rénovation et un reformatage de l'État. Notre capacité à développer nos entreprises et à embaucher est limitée par un droit du travail trop inadapté. Les banques ont enregistré des profits records l'an dernier. Ces profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Ces profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. L'apprentissage junior dès 14 ans. L'apprentissage junior dès 14 ans. Le contrat première embauche est un outil, mais il faut le rappeler, ce n'est pas le seul. Il y a le CPE, il y a la charte des stages, le pacte pour la recherche. Est-ce que ça donne au patron la possibilité de négocier pendant 2 ans sans aucun motif? À tout moment, ça va résoudre le problème. Des étudiants, des lycéens et puis encore des étudiants et des lycéens, ce qui frappe dans la manifestation parisienne, c'est le nombre de jeunes présents. Des jeunes qui portent le mouvement de protestation contre le CPE. CPE. Contrat précarité, ce n'est pas le seul. Précarité. Nous nous faisons une autre idée de la politique. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, après délibération du Conseil des ministres, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote de l'ensemble du projet de loi. Pas de mot d'ordre de grève nationale, c'est la stratégie de la CFDT qui l'a donc emporté. Nous n'aurons que ce que nous saurons prendre, proclame un slogan peinturleré au mur. J'ai décidé de promulguer cette loi. 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 J'ai décidé des inquiétudes qui s'expriment chez de nombreux jeunes. J'ai décidé des inquiétudes qui s'expriment chez de nombreux jeunes. Des inquiétudes qui s'expriment chez de nombreux jeunes. 5h40 du matin, une poignée de gendarmes mobiles dégage de la route les dernières lourdes grilles montées en barricade au milieu du boulevard Saint-Michel. À quelques mètres de là, la place de la Sorbonne ressemble à un champ de bataille. Poubelles éventrées, bris de verre jonchant le sol, une odeur de gaz lacrymogène flotte encore dans l'air, conséquence des échauffourées de la nuit. Moi ça me donne du courage.
qu'on a réussi à occuper la Sorbonne, qui n'avait pas été occupée depuis 68. Forcément, on va continuer. Si c'est pas sur la Sorbonne, je vous dis, ça sera sur une autre fac. Ça pose aucun problème. Voilà, de Bamix, donc avec CPE, Chirac, Parizeau, Émerveillé. Donc voilà. Alors retour en studio avec Julie pour parler toujours de Ali Arras. Et donc Ali Arras fait une grève de la faim et s'il le fait, c'est pas uniquement pour lui. Non, s'il le fait, ce n'est pas uniquement pour lui, mais il a 5 revendications. Donc cette grève de la faim, c'est cette grève de la faim qu'il mène depuis le mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes au 71e jour. Je voulais un peu vous lire ces 5 revendications. Il demande l'arrêt des maltraitances sur sa personne, parce qu'il continue à être maltraité en permanence. Et nous savons très bien aussi que s'il arrête cette grève de la faim, alors qu'il est dans un état cadavérique aujourd'hui, il sera à nouveau maltraité. Et il en est bien conscient lui aussi. Donc l'arrêt de ces maltraitances sur sa personne, la communication des résultats de l'examen de la plainte contre la torture de l'ONU, cette publication est attendue depuis septembre 2014. Nous attendons aussi une réponse à sa demande de cassation, qui est attendue depuis 2012. Donc, Ali Arras est enfermé en plus de manière illégale, parce que depuis 2012, il demande à pouvoir pourvoir en cassation et il n'a toujours pas obtenu de réponse. Et puis, l'autorisation de la visite consulaire de la Belgique, parce qu'en fait, suite à la condamnation du ministère des Affaires étrangères, évidemment, il y a un double discours de la part du ministère belge en disant « oui, nous essayons de rentrer en contact avec eux, mais le Maroc ne nous laisse pas rentrer ». Après, quand on lit les courriers, on voit que ce n'est pas très insistant. Et quand, au même moment, l'État belge pourvoit en cassation pour faire invalider cette décision de justice l'obligeant à intervenir, on peut se douter évidemment que de la part des autorités marocaines, on sourit et on sait très bien qu'on est dans des précautions oratoires. Mais que la Belgique ne se battra pas pour appliquer ce droit consulaire obtenu par Ali Arras. Et puis aussi, sa 5e revendication, c'est sa remise en liberté immédiate, une demande qui est appuyée aussi par l'ONU. D'accord. Alors aussi, vous avez... donc, tu disais que vous aviez écrit une lettre. Oui. Avec Véronique Klett et Khadija Senadji, nous avons rédigé une lettre qui sera remise donc la semaine prochaine à Madame Joëlle Milquet, ministre de la Culture et de l'Éducation. Je voulais vous lire un petit passage. Donc cette lettre, je pense que vous allez la publier sur votre page Facebook. Ouais, je mettrai un lien comme ça. Ok, super. Donc j'invite vraiment tout le monde, artistes et citoyens aussi, à la signer. Alors, dans son malheur, du fin fond de sa geôle au Maroc, Ali Arras a le mérite d'avoir mis à nu une réalité qui avait peut-être échappé à certains. L'existence concomitante d'une citoyenneté pleine et légitime d'une part, réservée à ceux que l'on considère comme faisant naturellement partie du paysage national, et d'une citoyenneté reléguée, de seconde zone d'autre part, réservée à ceux dont la présence et l'appartenance à ce pays sont constamment sujettes à caution. Nous tenions à vous faire part, Madame la Ministre, de notre désarroi en tant qu'artistes. Nous observons qu'il existe bel et bien une volonté, en termes de politique culturelle, à rassembler, veiller au vivre ensemble, à la tolérance, à l'intégration, afin de construire et promulguer une mixité. Nous en voulons pour preuve les commémorations des 50 ans d'immigration, où nos histoires plurielles furent mises à l'honneur. Mais nous déplorons le fait que cette politique culturelle ne pourra jamais être effective si les concitoyens binationaux ne bénéficient pas, de fait, des mêmes droits. L'artiste ne peut œuvrer au vivre ensemble, à la construction d'une nouvelle identité pleine faisant nous, si au même moment, la Belgique ne peut empêcher l'extradition d'un homme au Maroc alors qu'il n'y a jamais vécu. Les artistes ne peuvent participer au grand tissage du peuple si au même moment, la Belgique refuse d'accorder une assistance consulaire à un de ses ressortissants, quand bien même la justice de notre pays l'y aurait contraint par 2 fois. Nous, artistes et citoyens, souhaitons mettre en avant l'enjeu essentiel de ce combat commun. Il nous est fondamental de montrer qu'il ne suffit pas d'afficher symboliquement une apparente volonté de diversité et de vivre ensemble pour que ça garantisse le traitement égalitaire de l'ensemble des citoyens et citoyennes. La revendication pour cette égalité de droits devrait être au centre des projets culturels œuvrant pour la diversité. Ne pas l'admettre participe d'un jeu dangereux où la responsabilité d'un vivre ensemble serait entièrement laissée au bon vouloir d'une évolution culturelle apolitique et à la promotion d'une forme d'exotisme essentialiste, faisant porter à l'individu seul la responsabilité de sa pleine participation citoyenne. Comme s'il suffisait, en quelque sorte, de partager un thé à la menthe avec son voisin pour avoir la garantie de jouir des mêmes droits que lui.
La construction d'un projet de société commun se doit donc d'être fondée non seulement sur le respect et la reconnaissance des apports de chacun, mais aussi et surtout sur l'affirmation de l'égalité en droit de tous les citoyens. Et les artistes, au même titre que les intellectuels ou que d'autres acteurs, sont à même de porter ces revendications. L'une des forces de l'artiste est de pouvoir prétendre à une forme d'universel. À partir des émotions et des valeurs qui lui sont propres, il essaye de toucher le plus grand nombre de personnes. Il incarne ainsi par excellence le passage du jeu au nous. Pour l'ensemble de ces raisons, nous considérons que la question des binationaux soulevée par le cas d'Ali Arras est une question éminemment culturelle. Les artistes ne peuvent accepter qu'une part de la population belge soit invisibilisée et ne puisse pas jouir des mêmes droits que les Belges dits de souche, au pluriel. Ils ne peuvent s'accommoder d'une instrumentalisation de la culture à des fins de vivre ensemble qui relève davantage du discours politico-médiatique que d'une réelle volonté de garantir l'égalité en droit de tous. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, nous vous demanderons d'interpeller au plus vite, en votre qualité de ministre de la Culture et de l'Éducation, votre homologue Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, afin de le sommer de mettre un terme immédiat aux discriminations que vivent les binationaux à un niveau diplomatique. Au moment où la Belgique vient d'être élue pour un mandat au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période de 2016-2018, nous vous demandons également d'appuyer la demande émanant de cette même instance et exigeant la libération immédiate de M. Ali Arras. Voilà, et cette lettre est déjà signée par une centaine de personnes, alors qu'elle a été publiée il y a quelques jours. Et nous invitons vraiment vos auditeurs à la relayer et à la signer également. D'accord. Donc ça, on retrouvera ces informations-là sur la page Facebook et sur l'article. Alors au niveau des manières de vous soutenir, donc il y avait moyen, tu disais, de pouvoir passer déjà, aller voir les personnes qui font les grèves de la faim tournante. De toute façon, après, je pense qu'il appartient vraiment aux citoyens d'interpeller les politiques. Les politiques et particulièrement M. Reynders pour gonfler à un certain moment ce rapport de force et le pousser à réagir. Et je rappelle ici qu'il y a urgence. Il y a urgence, ouais. Oui, il y a plus qu'urgence. Mais après, au-delà du cas de M. Ali Arras, la question reste. Et je pense que non seulement elle reste, mais qu'elle surgit déjà dans nos sociétés de manière criante. Il y avait la marche de la dignité à Paris il y a quelques jours. Et à un certain moment, je pense qu'aucun mouvement citoyen ne pourra avancer, que ce soit au niveau des mobilisations économiques, TTPI, etc., sans la prise en compte de cette population qui, à un certain moment, est invisibilisée. Je veux dire, nous ne pourrons rien gagner tant que nous ne serons pas ensemble autour de ces questions et il est urgent de se rassembler. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou... Mais je reprécise juste donc qu'aujourd'hui, les grévistes sont place Poulard, donc au Palais de Justice de Bruxelles, aujourd'hui et demain, et que dans 2 jours, normalement, ils seront de retour en face du Palais d'Egmont, donc c'est-à-dire au-dessus du parc du Petit Sablon. Et voilà que nous vous invitons à passer, à relayer cette affaire et à écrire au ministère des Affaires étrangères belge en votre qualité de citoyen afin de faire déborder cette boîte email de M. Reynders et qu'à un certain moment, ils sentent que cette question touche des gens qui ne sont pas seulement belgo-marocains et que la population se sent concernée et lui demande d'intervenir immédiatement. D'accord. Je signifie simplement aussi que toutes les informations apparaissent sur le site freeali.eu et que vous pouvez via ce site nous contacter, proposer des actions, les relayer et trouver aussi tous les documents de cette affaire qui dure depuis 8 ans et demi, complexe, extrêmement complexe, mais tout a été archivé sur ce site et nous sommes là et disponibles pour répondre aux questions et nous prenons toutes les mains. D'accord. J'ai vu aussi que vous postiez pas mal de photos de personnes qui affichaient un message justement Free Ali ou... Oui, bien sûr, c'est possible. Après, l'action ne doit pas rester que virtuelle. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Mais merci beaucoup pour ce porte-voix. J'espère
que ça aura permis à plusieurs de vos auditeurs de prendre de prendre connaissance de cette affaire et puis surtout aussi de ce qu'elle cache à un niveau plus sociologique, historique et politique. Ouais. Ok, ben au revoir et à bientôt, en espérant avec de bonnes nouvelles en tout cas. Nous l'espérons aussi.